on constate avec, pas de l'amertume, mais parfois on en est un peu triste, parfois on est un peu en colère, parfois on s'en moque. Il y a un manque de curiosité, chez une grande partie des cinéphiles, mais également, des programmateurs de grandes institutions à l'égard, des cinémas des Afriques, comme tu les appelles. Et si tu veux, au bout de presque 70 ans de cinéma, il y a toujours une disproportion en termes d'exposition qui demeure très problématique. Tu as des cinéphiles qui connaissent des filmographies hongroises, ouzbèques, tchèques, et puis l'Afrique serait un pays, le Maghreb en étant généralement exclu dans cette représentation. Mhm. Et quand on parle de cinéma des Afriques en France, généralement, on pense à 3 ou 4 cinéastes d'Afrique de l'Ouest et ça s'arrête là. Donc, c'était d'une part pour pallier à cette ignardise, pour partager des œuvres qu'on aime beaucoup depuis longtemps. Yann et moi, on se connaît depuis 25 ans. On s'est rencontrés quand on préparait chacune notre premier film à Dakar. Et donc, ça fait longtemps qu'on a ce désir comme ça de partager cette cinéphilie avec d'autres, d'essayer de la décloisonner aussi, d'en déconstruire certaines représentations. Et là, on a eu cette opportunité formidable. Oui, de cette idée, vraiment, de décloisonner et de donner à voir, quoi. De donner à voir, il y a vraiment, ça se traduit même par une forme d'inquiétude. Je sais pas tellement, j'ai envie d'être optimiste toujours, mais je me dis c'est quand même en 2022 toujours assez désastreux et incroyable de se rendre compte qu'il y a vraiment une partie du monde, je dirais, qui est presque effacée, qui serait le continent africain, quoi, qui représente quand même un certain nombre de pays qui n'existent pas sur la carte du cinéma mondial, ou quasiment pas, quoi, en tous les cas. Et avec Valérie, on a aussi cette chance qui a nourri aussi notre envie d'organiser ce cycle, de faire des films, comme tu le disais en introduction, donc de pouvoir en voir aussi au gré de nos sélections, de nos voyages en festival, etc. Mais c'est vrai que ces films, ils sont très souvent réservés. J'aurais envie de comparer ça parfois au sort qui est réservé aussi au court-métrage, ce côté, on programme ça à 2 heures du matin, ça n'est réservé qu'à des gens qui vont dans des festivals de court-métrage. Et j'ai le sentiment que c'est un peu le même sort, effectivement, pour les cinémas d'Afrique. Et donc, oui, nous, on a la chance d'en voir toujours régulièrement au gré des films qu'on fabrique et des festivals qu'on visite. Mais de manière générale, ça reste quand même un endroit, comme le disait Valérie, d'ignorance et de méconnaissance absolue. Et puis de manque véritablement de curiosité, quoi. Ça, c'est encore autre chose. Et un autre problème, il y a le problème de la diffusion qu'on va évoquer évidemment, qui est absente de ce côté-ci du monde, mais qui est tout aussi absente aussi sur le continent, pour des raisons tout à fait différentes, mais il y a aussi une méconnaissance de l'autre côté. Enfin, c'est une problématique vraiment complexe, quoi. Et ce que Juste disait une. Diana, pardon, Je t'en juste prie. pour Je t'en compléter, ce prie, que tu Valérie. dis, que moi, j'ai pas fait d'études de cinéma, mais Diana, elle a fait des études de cinéma. Ils n'ont pas étudié un ou une seule cinéaste du continent en 50 facs à Paris 8. Mmh. Jamais. Aucun souvenir, rien. Pas même un demi-court-métrage, rien. Mais c'est ça qui est assez paradoxal et je suis désolé vraiment de faire une petite digression et puis on revient après à Tigritude, même si finalement tout est relié, on peut pas ne pas le faire, mais c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que depuis, allez, on va dire 15 ans, depuis, oui, peut-être 15 ans, il y a quand même toujours un peu plus de films qu'avant qui sont montrés en France, j'entends bien, c'est-à-dire qui font des sorties en salle. Quand je dis un peu plus, c'est qu'en partant de un, peut-être qu'il y a deux films de plus. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Hein, voilà. Mais il y a de nouveaux auteurs, des autrices aussi. Enfin, il y a des cinéastes dans sa globalité. Il y a pas mal d'ateliers qui se font, bon, qui sont discutés ou non, mais il y a beaucoup de choses qui se font. Mais paradoxalement, eh bien, ça continue encore d'être toujours une espèce d'arlésienne, ne serait-ce que de dire le cinéma d'Afrique, on continue encore à le dire. Je ne comprends pas ce paradoxe. Puis là, tu vois, au cours de nos recherches, quand on a présenté, par exemple, Rhodesia Countdown avec Kabascabo, etc., en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être même plus d'expositions, paradoxalement, à la fin des années 60, au début des années 70 en France, il y a 10 ans.
effectivement, là, il y a une espèce de frémissement parce que c'est un peu comme les exploiteurs de pétrole, tu sais, ils trouvent des gisements, puis une fois qu'ils ont épuisé, que la source semble un peu tarie dans une zone géographique, Cannes fait ça beaucoup, ils vont ailleurs, donc on sent qu'il y a des labs, de l'émulation, une forme de curiosité, une autre forme de formatage aussi qui peut arriver avec ces nouveaux financements. Mais à la fin des années 60, début des années 70, il y a des tas d'auteurs du continent qui n'étaient pas réduits à leur assignation continentale aussi. C'est ça, Parce c'est qu'il y avait une que cinéphilie d'auteurs qui était vivante, dynamique et qui n'était pas non plus de manière plus structurelle mise au banc de l'économie générale. Tu vois ce que je veux dire? Alors que maintenant, même les documentaristes qui font des essais documentaires, quel que soit le pays dans lequel ils exercent, de toute façon, ils sont marginalisés. pour Tigritude, le projet en lui-même a commencé quand exactement? Nous sommes en 2022. Il a commencé en quelle année exactement? En 2019, je crois, c'est ça, Valérie? Ouais, c'est ça. Parce qu'au départ, il s'inscrivait, enfin, on a répondu, comme le disait Valérie, on nourrissait l'envie d'un cycle, d'un programme, d'un festival. On ne savait pas très bien comment on l'appelait à l'époque. On avait même imaginé un temps que ça se passe au Sénégal, enfin bref. Et il y a eu cet appel pour la saison Africa 2020, là, qui est la saison diplomatique, culturelle, qui a été une saison très compliquée. Déjà, on en revient toujours aux mêmes problématiques. Hein. C'est une saison pour un continent. C'est quand même assez fascinant quand on sait qu'il y a des saisons pour justement des pays comme la Hongrie, la Roumanie. En général, ça concerne un pays, ça concerne jamais un continent. Il se trouve que sur l'Afrique, pour la première fois, voilà, ça tombe sur l'Afrique, ça tombe Covid, donc report, aller reporter, découper, reprogrammer. Enfin, ça a été assez désespérant. Et voilà, donc on s'est inscrit en disant c'est une occasion, une opportunité de lancer le projet à travers cette saison. Et malheureusement, à force de report, le Forum des images, qui est rentré très tôt en partenariat et en coproduction sur le projet, avait plus de place dans son calendrier. Donc on est sorti de cette saison. Et c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui en 2022 à une présentation au Forum des images exhaustive et qui a quand même résisté donc à 3 déprogrammations, reprogrammations pour cause de pandémie, quoi. Et en fait, en 2018, je crois que c'est fin 2018, la première fois qu'on l'a vu, on a vu une installation de Zaya Rahmani qui s'appelle Sismographie des luttes à l'Institut national d'histoire de l'art. Ensuite, elle est allée à Beaubourg, elle a beaucoup circulé dans d'autres pays. Et en fait, Zaya, ce qu'elle a fait avec son équipe, c'est qu'elle a réuni un corpus de 1000 revues critiques et politiques non occidentales. De 1802, je crois, 1803, L'Abeille haïtienne, qui est la première revue, jusqu'à la chute du mur de Berlin. Donc des revues inuit, cherokee, féministes japonaises, nègres marrons, etc. Enfin, de Syrie, du monde entier, sauf l'Occident. Et elle les a présentées de manière chronologique. Et nous, on avait trouvé ça extrêmement passionnant comme articulation. Parce que du coup, dans la chronologie, tu vois comment les formes, les idées apparaissent, disparaissent, surgissent, correspondent dans des lieux dits du Sud global. Et donc, on a repris cette idée d'une chronologie pour Tigritude, avec 66 ans de cinéma, une séance par an. Et ça commence en 56. Et ça commence en 56 avec l'indépendance du Soudan, parce que certes, il y a déjà du cinéma en Égypte avant, mais disons que les cinémas des pays libérés, on peut dire qu'ils démarrent à peu près à ce moment-là. Alors, ce qui est assez particulièrement intéressant, j'ai envie de dire, c'est que vous êtes, avant d'être programmatrice, cinéaste. Et ça qui est assez passionnant, je trouve, c'est que là, pour le coup, on est dans une subjectivité passionnante et ça provient d'un regard de 2 cinéastes. Est-ce que, moi, je trouve ça intéressant, en fait, que ça soit des cinéastes qui réfléchissent à une programmation et quand on la voit, quand on la découvre, on en parlait hors caméra, il y a beaucoup de films et Dieu sait que je travaille sur cette question depuis un certain temps, mais il y a beaucoup de films que je ne connaissais pas. Et ce qui veut dire aussi peut-être qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on ne comprend pas qu'il y ait toutes ces choses qui sont à découvrir. Finalement, c'est de l'ordre de l'événementiel. C'est des petits moments comme ça, tous les 3-4 ans, il se passe des choses. Et ça, c'est assez incroyable. Là où je veux en venir, c'est que
le fait que vous soyez cinéaste, est-ce que ça donne à cette proposition donc de film quelque chose de différent qu'on a peut-être l'habitude de voir dans des festivals ou dans des manifestations éparses, quoi? Bah, c'est pas vraiment à nous de le dire, mais très certainement. Enfin, je veux dire, déjà, on n'est pas du tout dans les mêmes enjeux. On n'a pas des enjeux de programmation justement d'un festival. On n'est pas non plus à l'enjeu d'une rétrospective, qui serait un travail comme ça, minutieux, de reconstruire une histoire de cinéma, des histoires de cinéma. Donc oui, très certainement. Je pense que moi, en tous les cas, je vais laisser Valérie répondre, mais au-delà d'être cinéaste, avant tout, c'est un regard d'amoureuse du cinéma, de cinéphile, quoi, par rapport à ses œuvres et par rapport à mon désir de partage. C'est pas tant un regard de cinéaste, même s'il doit très certainement être là, mais c'est pas de ce point de vue, c'est pas de cet endroit que je me place. C'est vraiment un endroit de spectatrice en premier lieu. Et donc des films qui me touchent à différents endroits et en tous les cas qui nourrissent très fortement mon désir et ma pratique de cinéma. Chacun de manière très différente et qui font écho comme ça et résonnent dans mon chemin de cinéaste. Mais je pense que c'est vraiment ça, c'est un endroit de partage pour moi en tous les cas et qui est une question que je me pose très souvent, hein. Comment on peut faire des films et ne pas être comme ça en perpétuelle osmose avec le cinéma. Le détacher d'un endroit économique systématiquement, d'un endroit de statistiques, simplement d'un rapport à l'œuvre, d'un rapport aux images, au son. Et, et donc, voilà, moi je dirais que c'est vraiment peut-être, je dirais, voilà, la singularité d'une certaine manière, en tous les cas, de mon approche et de mon regard. Oui. Valérie, je te laisse. Non, puis c'est vrai qu'il y a certaines œuvres qui comptent pour toi en tant que quelqu'un qui fabrique des films et vice-versa pour moi. Par exemple, Diana, elle a réalisé 2 comédies musicales. Elle en a encore une autre en préparation. Et quand elle décide d'inscrire School Days comme choix sur Spike Lee dans Tigritude, bien sûr, ça résonne avec toi comme réalisatrice, quoi, aussi, et pas seulement comme spectatrice et cinéphile. Et puis, c'est vrai nous, on aime bien l'esprit ciné-club. Je trouve que quand on fait des films, quand on parle à nos collègues, entre guillemets, qui sont aussi réalisateurs ou réalisatrices, on parle souvent assez peu de cinéma, somme toute. Tu vois, on a tendance à parler des projets de chacun, chacune, comment on les finance, où est-ce qu'on les tourne, parler des techniciennes, des techniciens avec qui on collabore, des parcours justement en festival, etc. Mais c'est comme si on n'avait pas forcément des discussions passionnées, tu vois, sur les objets eux-mêmes. Et donc, retrouver comme ça cet esprit d'un ciné-club, c'est ce qu'on essaye de faire, par exemple, avec les conversations transversales. Tu vois, après les séances, on n'invite jamais le ou la réalisatrice à parler du film qu'on vient de voir, qui serait le sien, mais quelqu'un d'un autre champ disciplinaire, qui peut être dessinateur, photographe, peintre, ou qui est réal, mais qui parle du film de quelqu'un d'autre. Par exemple, là, on a projeté Mortunega, le film de Flora Gomsch, et on a invité Joao Viana, qui est un réalisateur dont on adore le travail, à discuter avec Hamzat Boukari Yabara, qui est un historien, et on va montrer un film de Joao. Mais on n'invite pas Joao à parler de son film, La bataille de Tabato. Parce que ce qui importe, c'est comment justement ça résonne et tout ça tisse une histoire plus ample et nourrit en fait les œuvres. Voilà. Mais quand on regarde la programmation que vous avez concoctée, je peux pas ne pas le dire, mais ce qui est assez gratifiant, c'est de ne pas forcément voir enfin toujours les mêmes films qu'on retrouve souvent dans des. C'est ça c'est parti. Ça, c'est très important. Je connais très très bien les films d'Algérie. Tu as vu Histoire d'une rencontre, il est très rarement projeté, de Brahim Tzaki. C'est un film merveilleux. Pour les cinéastes très reconnus, genre Semben, Cissé, Ouedraogo, Sissako et d'autres. Au départ, on avait aussi Hassan Tero de Mohamed Lagdar Amina, finalement, qui est parti, parce qu'il y a aussi des questions d'équilibre. Le cinéma algérien, on pourrait faire des sites uniquement de cinéma algérien toute notre vie, tellement c'est riche. Et en gros, pour les cinéastes les plus reconnus, on a choisi des œuvres moins mises en lumière dans leur filmographie.
c'était aussi le projet. Et puis oui, on est allé dénicher des films dans des pays dont on connaissait pas les cinématographies, en passant par des relais de relais, etc. Et puis après, tu disais qu'il y avait encore beaucoup à découvrir, mais il y a malheureusement beaucoup qui a disparu définitivement aussi. Tu vois, même Jamila Sahraoui, alors que c'est pas Oui. des films des années 50, bah, ces films, ils sont perdus. Tu veux dire les documentaires des années 90? Je pourrais te montrer le mail qu'elle nous a écrit. Nous, on en avait les larmes aux yeux. Mm. Et c'est pas la seule. Zola Maseko qui a fait Drum, qui est un film qui a 20 ans. Il n'y a plus de matériaux. Et tu as 9 cinémathèques sur le continent, sur 54 pays, dont celle d'Alger qui était la plus célèbre d'entre elles. T'en as qui sont dans des états vraiment problématiques. Et du coup, chaque année, tu as des films qui sont en train de disparaître définitivement de l'histoire du cinéma, parce qu'on ne pourra plus jamais les voir. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me. J'ai l'impression que dans le film, les deux moments, enfin les deux chansons, l'une qu'on entend au début du jeune touriste, enfin du jeune étudiant, pardon, qui grâce à cette chanson ramène Onoda à la réalité, et puis il y a la chanson aussi qu'Onoda apprend avec cette espèce de major qui sergent, espèce de sergent recruteur, en tout cas qui le forme. J'ai l'impression que ces deux chansons dans le film, enfin moi je l'ai senti comme ça, c'est des éléments qui me permettent moi de me ramener à la réalité de l'histoire, parce qu'à un moment je pourrais oublier finalement le contexte historique et me dire que ça peut arriver aujourd'hui, quelqu'un qui a envie de sortir de tout ça, d'être isolé, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'on dit le fantastique, le fantastique surgit du réel, mais j'ai l'impression que la manière que vous avez, vous, de concevoir l'aventure, après, bon, quand on lit Stevenson, c'est normal, il y a cette idée que il y a un moment, le contexte historique s'esquive, et on a cette impression de vivre quelque chose du présent. Et ces deux chansons me ramènent à la réalité historique. Ah, c'est intéressant. Effectivement, il y avait dans le film une possibilité d'échapper au présent. C'est en partie ce que le personnage, c'est un des effets de l'erreur dont je parlais que fait le personnage par rapport à l'histoire. C'est que en croyant à une version de l'histoire qu'il ne lâche pas, c'est donc la réalité historique et le présent historique qui devient, qui s'éloigne petit à petit. Et donc il fait une forme de surplace. Il vit dans une forme de bulle sur laquelle, soi-disant, le temps n'aurait plus de prise. En fait, il en a évidemment sur lui, sur son corps, mais il a l'air d'y échapper, quoi. Et donc, c'est une des choses évidemment qui m'attirait, cette forme de flottement intemporel et de décollement des effets du temps et de l'époque. Je me suis rendu compte, par exemple, qu'il était possible, à un moment, de vraiment, sans que ce soit un jeu de mots, de ne pas faire un film historique. C'est un film où l'histoire a une grande part, mais c'était pas une reconstitution historique. Au bout d'un moment, les types, ils ont toujours le même costume. On voit plus de bâtiments. Ils fabriquent leur habitat avec des choses naturelles. Alors, il y a des éléments qui surgissent de temps en temps. Ils ont des tissus. On voit qu'à un moment, il y a du plastique qui arrive. Il y a des bâches. Mais tout ça, ce sont des choses extrêmement rares et qui ne sont pas on ne peut pas les dater. Donc, évidemment, les dates, elles sont là, dans le carnet. Donc, il y avait une espèce de contradiction entre l'écoulement du temps et la datation, et le fait qu'on a l'impression que ça n'a pas d'effet réel sur les personnages. Et les chansons, effectivement, parce qu'elles ramènent quelque chose du sens de l'histoire et de la raison pour laquelle le personnage est là, et de sa culture, la question de l'héritage culturel et de la patrie, enfin, de la guerre et des raisons de la guerre, voilà, cet ensemble comme ça, comment dire, cet héritage à la fois national, culturel, géographique, enfin, idéologique, qui fait qu'il est là. Ces chansons incarnent ça. Mais ce que je trouvais assez beau, ce qui me plaisait, c'est que ça passait donc par un élément poétique, qui est la chanson, qui est la musique, et un élément très flottant,
qui se métamorphose et qui prenait diverses formes. C'est d'ailleurs le sens d'une des chansons. Enfin, il y a un sens très fort attaché à une des chansons qui est sa variation et sa dimension comme ça de métamorphique. Et donc, c'était une manière de ramener l'histoire, le présent, presque l'archive, de décaler complètement ce que ces éléments-là, dans un film historique, normalement, ont de didactique ou d'un peu lourd, ou de tout le rapport je sais pas moi, aux informations, quand on voit des images d'archives, ça peut être très beau, mais voilà, ça me permettait, moi, de ramener le Japon, de ramener la question de l'impérialisme, la question encore une fois, de l'idéologie et du patriotisme à des éléments poétiques. Voilà. Et c'est ce que je cherche tout le temps en faisant des films, c'est que d'une certaine manière, tout puisse être transfiguré d'une façon poétique, même quand c'est très trivial ou même quand c'est très divertissant, enfin je ne sais pas comment dire, mais que par les moyens du cinéma, que ce soit une expérience esthétique, poétique qui soit proposée, quoi. Bah, je pense que l'image manquante, ça vient aussi de mon père, c'est-à-dire que pour continuer un peu ce jeu de mots, l'image lui manquait. Et il voulait me transmettre cette image qui lui manquait. Et moi, je voulais avoir cette image manquante et combler ce vide que je ressentais. Et quand lui, en fait, a écrit un projet de film documentaire qui s'appelle Lettre à ma fille, qui n'a pas tourné, mais qui m'a donné, il a répondu en partie à l'image manquante. C'est-à-dire, voilà. Et à partir de ça, j'ai dû imaginer. Mais pour moi, c'était pas suffisant l'écrit. Et j'ai eu besoin de me rendre sur place. Et donc, je l'ai ramené 50 ans après, comme ça, et je lui ai dit, vas-y, raconte-moi, aide-moi à imaginer. Et c'est un peu tout le propos du film, c'est d'imaginer ce qui a été vécu dans ce village pendant cette guerre, ce qui n'a pas pu être raconté. Et bon, c'est une image manquante qui est violente aussi, donc à un moment donné, j'aurais peut-être préféré qu'elle me manque, qu'elle ne soit pas avec moi, parce qu'il y a une violence à entendre des récits de violence. J'aurais préféré que l'image soit idyllique, mais bon, enfin, c'est comme ça fait partie de notre histoire. Et en même temps, c'était une histoire qui m'a paru tellement importante, tellement peu documentée, que je me suis lancée. Voilà, c'était un travail de plusieurs années d'abord de documenter et puis aussi de me faire confiance, de faire confiance à mon père, de faire confiance à cette possibilité de créer ensemble un film. Et il y a tout un gros travail, je pense, émotionnel d'abord derrière pour dépasser des impossibilités à dire, à faire. Et voilà. Et donc aujourd'hui, heureusement, ce film existe, mais ce n'était pas de tout repos. C'est très beau ce que tu dis, en même temps très intriguant quand tu dis te faire confiance. Qu'est-ce que tu veux dire par là quand tu dis il fallait que je me fasse confiance? Parce que, bon, déjà, moi, j'ai pas fait d'études de cinéma au départ et j'ambitionnais de faire un film de cinéma. Aussi pour rendre hommage à mon père qui, lui, est cinéaste de métier, de formation, qui a fait partie de ces étudiants envoyés en Europe pour apprendre le cinéma et créer le cinéma de l'Algérie indépendante, avec toutes les désillusions et les déceptions qu'on connaît. Et du coup, c'était aussi rendre justice aux rêves de mon père. C'était, je pense, un enjeu très très grand, donc il fallait quand même une confiance à la hauteur de cet enjeu et d'abord sur mes capacités à aller chercher cette mémoire, à créer une confiance chez ceux que je rencontrais pour qu'ils me livrent cette mémoire. Oui, il y a vraiment un travail de confiance aussi dans la capacité de mon père à raconter, de moi à le filmer, à travailler en équipe. Voilà, il y a vraiment... c'est un travail de plusieurs années justement pour construire cette confiance. Et c'était dur de regarder ton père se réapproprier donc sa propre histoire, ou est-ce que c'était plus compliqué de regarder les autres te raconter leurs histoires?
Bah, je pense que c'est un briquet en fait. C'est-à-dire que quand les autres se sont livrés, mon père se livrait plus facilement. C'était quelque chose un processus et puis il y avait un encouragement aussi pour lui à dire. Et je me souviens très bien, c'est une anecdote que je raconte souvent. À un moment donné, mon père me disait filme le cousin, ou filme l'oncle, ou filme la tante. Et moi, je disais, ah, mais non, mais c'est toi que j'ai envie de filmer avec eux. Et un jour, il m'a dit, mais je prends bien la lumière. Il s'est trouvé beau, en fait, en se regardant, filmer. Et puis, lui aussi a eu confiance. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et à ce moment-là, bah, il s'est réinscrit dans l'histoire et il s'est remis au centre. Et c'est un peu le fil rouge du film, voilà, avec cette centralité-là. Les choses ont changé. Si tu veux, bien sûr qu'il reste que des personnages importants, mais aujourd'hui, ma démarche, si tu veux, c'est de raconter j'allais dire un événement culturel, raconter une ville à travers un événement culturel. Que ce soit de la danse, ou que ce soit du théâtre, ou projection de films, ou là, je viens de rentrer hier de Blida. Donc, on a eu ce titre-là, Blida, Mon ennemi la rose. Donc, j'ai accompagné un écrivain qui s'appelle Najib Stambouli, qui est aussi journaliste, rédacteur en chef. Exactement. Et si tu veux, le lieu, depuis mon retour, depuis que j'ai repris dans la presse, le lieu, la géographie devient plus importante. Elle devient plus importante. Maintenant, comment, si tu veux, la lier avec ce qu'on fait dans le cinéma, c'est très, très important. La géographie est très, très importante, mais dès que je mets le pied dans la fiction, là, je pense que les personnages deviennent beaucoup plus importants que la géographie. C'est le sentiment humain qui m'intéresse dans le film, contrairement à la presse, même si je continue de m'intéresser un peu parce que voilà, hein, c'est des reportages, c'est des rencontres, c'est des soirées, mais si tu veux, quand je reviens à la fiction, là, le personnage est central pour moi. Et il prend carrément le dessus sur la géographie. Bien qu'elle reste importante, comme on disait tout à l'heure, par rapport à cette fermeture, par rapport à cette ouverture, bien sûr, la géographie reste importante. Mais une fois dans le cinéma, le personnage, tout d'ailleurs, hein, tous les personnages, hein, c'est bien sûr tu as vu la vie d'après, comme le reste des films, et le personnage devient très très important. Et j'ai un rapport. Tous les comédiens pourront peut-être en témoigner, c'est le rapport devient, si tu veux, tellement amical que ouais, j'entre dans la peau de ces comédiens. Hein. Ce n'est plus qu'une, si tu veux, une direction d'acteur. Voilà, tu fais ça, là, tu te déplaces comme ça, tu fais ça. Voilà, je veux ce regard, je veux ce. Non. Moi, les comédiens, pour moi, c'est essentiel. Et si tu veux, même dans la démarche filmique, parce que j'ai eu à discuter de ça avec qui, je ne sais plus, mais bon, si tu veux, l'importance de la caméra fixe, en fin de compte. C'est ça. On a parlé de ça. Il m'a dit, on a l'impression que tu oublies ta caméra et tu t'occupes que de tes comédiens. Ce qui est vrai. Le mouvement, si tu veux, trompe un peu, si tu veux, la vigilance artistique du comédien. Elle le trompe. Les travelling, le mouvement, là, moi, ça me tue. Donc, voilà. Et ce qui est important pour moi aujourd'hui dans ce cadre fixe, c'est que justement, le comédien prend tout le dessus, si tu veux, sur le cadre, sur la géographie, justement, sur tout. C'est la première fois que je prenais une caméra, que je filmais, que je cadrais. Bon, j'ai quand même. C'est la première fois que vous cadriez. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai tout appris en faisant. Je me suis aussi adaptée à leur rythme, à leur corps. C'est-à-dire que ma grand-mère, comme j'étais très proche d'elle, je la filmais près, parce que finalement, on était toujours dans un dialogue très complice. Mon grand-père, j'avais peur de me confronter à son silence, donc au départ, je le filmais de loin.
Et surtout, mon grand-père, comme il parlait peu au départ, ce que j'essayais de capter, c'est sa présence dans l'espace, parce que je trouvais que ça racontait quelque chose de lui aussi. Et finalement, mon grand-père, pour moi, à un moment, a presque représenté l'exil physiquement, c'est-à-dire qu'il est toujours, on dirait qu'il est toujours en flottement, il est toujours en contraste avec ce qui l'entoure, que ce soit à Carrefour et cette modernité, avec lui, son ancienneté qui contraste à côté, que ce soit dans ses musées, le musée de la coutellerie, les usines, où il y a ces énormes machines et lui tout petit face à ça, et à la fois, il raconte comment il s'est fait exploiter, comment tout ça est affreux. Et je pense que la façon dont je les ai filmés correspond vraiment aussi à la façon dont notre rapport a évolué pendant le tournage du film. C'est-à-dire que mon grand-père, je me rapproche aussi petit à petit, puisqu'il se dévoile de plus en plus. Donc finalement, à la fin, je me retrouve face à face et j'ose lui poser des questions qui, au départ, me semblaient impossibles à poser, notamment la question du regret. Ça, c'était une question qui était très difficile à poser, que j'ai voulu poser, et j'étais très étonnée du fait qu'il me réponde par l'affirmative. Il est presque un aveu pas d'échec, mais d'une vie non choisie et finalement d'une erreur commise très jeune. Mais c'est vrai que tout ça s'est pensé entre des allers-retours, entre tournage et montage, parce que moi, j'ai filmé au départ seule, sans vraiment savoir comment j'allais construire le film. Par ailleurs, je pensais que j'allais couper mes questions au montage, et c'est ensuite en montage que j'ai compris avec la monteuse que, en fait, le fil narrateur, c'était moi, parce que c'est moi qui pars à la recherche de cette histoire, qui fait le lien entre les différents personnages. Et mon père, c'est pareil, je ne pensais pas le filmer au départ. Mais j'ai compris très vite que c'était un élément du puzzle de la transmission que je ne pouvais pas laisser de côté et qui finalement était essentiel. Et aussi, j'ai compris que je partais de ce qu'il m'avait laissé. Parce que c'est mon père qui a filmé toutes ces images d'archives dans les années 90. C'est lui qui a collectionné toutes ces photos de famille, qui les a récupérées en photos d'identité, qui les a agrandies et réparties dans toutes les maisons de famille. Donc moi, j'avais toutes ces images qui existaient autour de moi. Et finalement, on n'en disait rien. Je voyais la photo de mes arrière-grands-parents, mais je ne savais pas comment ils s'appelaient. On ne me racontait rien d'eux, mais visuellement, toute cette Algérie-là, tout ce souvenir de l'Algérie était présent autour de moi. Et c'est pareil dans ces images d'archives, et notamment, c'est pour ça que j'ai aussi mis en scène ce dialogue entre moi et mon père, qui est un dialogue qui a eu lieu en temps réel, qui est, en fait, voilà, moi, quand je vois ces images, j'avais l'impression d'être en Algérie, parce que j'ai aussi baigné dans cette illusion-là. Mais à la fois, on ne me parlait absolument pas de l'Algérie. Et c'est ce que je lui dis, mais tu me racontes rien, tu m'as rien dit sur ces images. Mais je ne parle pas juste de la description de ces images, mais sur qu'est-ce qu'elles signifiaient pour lui, pourquoi il a autant filmé, est-ce que lui aussi cherchait à garder des traces, et surtout, est-ce que moi, aujourd'hui, je continue quelque chose qu'il a entamé et qu'il n'a pas pu faire. Et c'est en ça que, en fait, dans le film, je cherche leur histoire, je cherche ma place dans cette histoire, et je cherche à nous reconnecter les uns et les autres et nous réconcilier avec le passé, aussi pour qu'on puisse se réapproprier cette histoire et la raconter avec nos propres mots, disons, et de notre point de vue intime, pour mieux s'inscrire dans la mémoire collective. Il y a quand même une espèce d'empathie pour ces personnages-là qui, quand même, avec du recul, en étant quelques secondes objectifs, bah, ça pue un peu la rance quand même, ces personnages-là. Même Michael Corleone finit par être quelqu'un d'assez infréquentable. Et plus on avancera dans la trilogie, plus ça sera le cas. Mais que cela soit dans le premier, le second ou le 3, mais on va rester dans le premier, il y a quand même une espèce d'empathie. On est un peu comme la femme de Michael Corleone. C'est que on sait à la fin qu'il se passe quelque chose, on le voit, même si la porte s'est refermée sur nous, comme elle se referme sur elle, mais on reste. Mais on reste, oui. On reste. Pourquoi on reste ? Alors, je crois que en fonction de chaque personne, la réponse ne sera pas la même, évidemment. La subjectivité est hyper importante. Pour l'instant, celle qui m'intéresse davantage, c'est la tienne. Eh ben oui, c'est ça. Donc, j'allais y venir. Moi, c'est vraiment c'est les valeurs transmises par le patriarche. C'est pas du tout le visuel. Donc, c'est-à-dire que c'est pas le côté mafieux qui m'a fait m'intéresser au parrain. Déjà, c'est le parrain lui-même. C'est même pas la famille. La famille, c'est venu par après, mais c'est le parrain lui-même.
Alors, je connaissais un peu Marlon Brando et déjà, c'était un acteur que j'adorais. Mais son personnage, il est tellement touchant. C'est quelqu'un qui a construit une mafia sans vouloir faire entrer la violence dans son quotidien. Et ça, c'est quelqu'un qui s'est construit sur des valeurs nobles. Alors après, on voit hein, évidemment dans Le Parrain 2 des scènes de flashback. Là, on n'y est pas, mais donc je parle vraiment du parrain vieillissant. Moi, ce qui me touchait, ce qui faisait que je restais, c'était que il s'inquiétait pour sa famille. Quand la sœur se faisait battre, voilà, ça le. Enfin, c'est même pas ça. C'est quand la famille a commencé à montrer ses faiblesses, à être touchée par les gangs rivaux, tout ça. On sent que le père s'inquiète profondément, qu'il a peur pour sa famille. Et moi, c'est ça qui me faisait rester personnellement. Après, moi, quand on me parlait du parrain avant que je le voie, c'était oui, tu vas voir, film de gangster, mafia et tout. Ouais, en fait, si ça avait été, enfin, je retrouve un peu ça aussi dans la série, par exemple, Succession. Voilà, ce sont des éléments qu'on peut trouver dans n'importe quel. On peut placer ce film dans n'importe quel contexte. S'il a ces valeurs-là, il est d'office intéressant. Évidemment, il faut que ça soit bien réalisé, ce qui est le cas du parrain. Mais voilà, moi, ce qui. D'ailleurs, je me rappelle même, excusez-moi, pendant que je vous parle, j'ai des images qui me reviennent de manière assez violente. Moi, je me rappelle de cette première fois quand le parrain meurt. On spoil, hein, mais bon, si vous n'avez pas vu le film... peu importe. Quand le parrain meurt... Suicidez-vous si vous n'avez pas vu le parrain, c'est mieux. Je m'étais demandé si ça valait la peine de continuer le film. C'est-à-dire que pour moi, c'était ça qui m'intéressait, c'était le patriarche. Comment est-ce qu'il allait garder sa famille réunie et en plus, la composition de Brando est très très fine parce que voilà, on devine un petit peu dans quoi il a été pour faire ressortir ça en lui. Voilà, j'ai de l'admiration pour Michael Corleone, mais je ne le trouve pas touchant. Dans le premier parrain, il ne me touche pas. Je veux dire, le comédien m'impressionne, il me touche. Al Pacino me touche. Mais Michael Corleone, mis à part la scène du restaurant où il va tuer son premier gars, mis à part cette scène-là, je veux dire, voilà, je ne suis pas... C'est super intéressant parce que, en fait, quand tu lis le livre, c'est exactement ce qui transpire du livre. Je pense que le fait d'avoir lu le livre avant a influencé ma vision du film. Qu'est-ce qui transpire du livre? En fait, tu vois, ce qui est très très fort, moi c'est pour ça que moi j'écris et j'aime le cinéma, mais c'est la folie. Et ce qui est beau au cinéma par rapport à l'écriture, c'est que tu peux aussi faire, c'est-à-dire quand tu adaptes une œuvre, ce qui est magnifique quand tu adaptes une œuvre au cinéma, c'est que tu peux surligner d'autres choses. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue cinématographique, si tu analyses, on te présente Vito Corleone, premier plan, première scène, première action, il est la justice. Ouais. D'accord ? Mm-hmm. Ensuite, on ne te le montre jamais en train de commettre la violence. Il est toujours en train d'essayer de préserver la paix par le dialogue. Et toujours essayer j'allais dire sermonner, mais c'est pas le cas. Mais qu'est-ce qu'il fait dans cette première scène? Donc il écoute, il n'ouvre pas la bouche. À partir du moment où il se met à parler, qu'est-ce qu'il fait? Le premier réflexe de Brando, de Vito, c'est faire comprendre au gars, écoute, j'ai pas eu de tes nouvelles depuis X temps. Maintenant que tu as un souci, c'est là où tu te rappelles de moi. Voilà. Et c'est fort, ça. C'est hyper puissant. Ça veut dire qu'il remet le gars face à ses valeurs, à ses propres valeurs. Oui, mais il ne va pas le voir parce que il sait que c'est un mafieux et qu'il ne veut pas le fréquenter.
Et le fait qu'ils finissent par finalement aller le voir, c'est un échec de plein de choses. C'est un échec de la justice, c'est un échec de ce mythe fondateur qu'est l'Amérique. Donc lui-même, Brando profite de cette faiblesse-là. C'est pour ça que on a peut-être de l'empathie, mais quand on prend du recul, c'est quand même un peu dégueulasse tout ça. Ah non, mais c'est ça qui est fort, c'est que c'est dégueulasse, mais dans la façon avec laquelle ça t'est présenté, tu sais, c'est un peu comme ce sandwich où tu as 3 fromages, 4 viandes, 5 sauces. Tu sais que tu vas passer 1 heure aux toilettes avec ce truc-là, t'auras mal. Mais quand on te le montre, ton esprit te dit putain, ça doit être trop bon. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que la manière avec laquelle on te le présente. Je te donne un exemple. Tu connais ça. Mais toi, tu mets du piment dans tous tes plats, Joseph. Tu m'étonnes. C'est vrai. Si on te présente le parrain, c'est-à-dire que si au moment où on te le présente, on te montre Bonacera qui parle, on le montre dire à Robert Duval, envoie des gars sûrs. La scène d'après, au lieu d'enchaîner sur le mariage et le côté patriarche, on t'enchaîne sur les mecs qui se font tabasser par les gars du parrain. À mon avis, déjà, t'as plus de recul. Ensuite, pour Michael Corleone, au début, en fait, la première fois qu'on le voit être violent, c'est en répercussion. Ouais. Donc, quelque part, c'est pas, si tu veux, c'est pas une violence gratuite. Il s'est pris une patate, il est défiguré, son père est à l'hôpital, quelque part, c'est une vengeance. Et c'est vrai que quand tu analyses, tu te dis ouais, mais là, il va basculer du côté obscur, tu vois. Et mais de base, comment ça t'est présenté, c'est pas comme un méchant. On te le présente comme quelqu'un qui va, c'est quelque part, ça va être justice. Il va régler un problème là. Donc, comme dans une tragédie où le héros entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment de héros dans ces choses-là, mais où le personnage t'est présenté, il va aller tuer quelqu'un, c'est un meurtre. Mais là où c'est fort, c'est que quelque part, il est dans son droit, il essaye de régler un problème, et on arrive à te faire passer la pilule de l'assassinat. Ouais. Mais est-ce que cette empathie, finalement, elle fonctionne parce que, et j'aimerais aussi écouter Redouane et Nico sur cette idée d'empathie. Est-ce que cette empathie, elle fonctionne aussi parce que, Redouane l'avait évoqué, Coppola choisit une mise en scène extrêmement classique, donc c'est-à-dire une mise en scène tellement élégante qu'elle en devient classique. Et comme disait Joseph Ali, il y avait des films à l'époque qui étaient plus dans la déconstruction, que cela soit visuelle ou narrative. Et donc, lui, il fait ça, il prend tout le monde à contre-pied. Et est-ce que cette mise en scène extrêmement classique, est-ce que ce travail sur la durée, Nicolas en parlait vis-à-vis via Bruno Dumont, qui dit que ça fonctionne parce que ça laisse le temps aux personnes de Game of Thrones ou d'autres d'être non pas de se justifier d'être méchant, mais qu'on comprenne leur état d'esprit, puis qu'on comprenne leur évolution. Est-ce que c'est tout ça qui font l'empathie des personnages? Oui, moi je pense que oui, parce que on parle beaucoup de l'introduction de Bonacera dans l'ouverture du film, mais en fait c'est les 27 premières minutes du film qui vont nous exposer ça. C'est toute la scène du mariage qui est une scène d'exposition. Parce que non seulement on nous présente en parallèle la famille, mais on nous présente aussi la famille, la familia. C'est-à-dire que tous les traits de caractère vont y être présentés de par l'interaction des personnages. Et c'est toi, Samir, qui disais tout à l'heure que le personnage de Kay Adams, c'est nous en fait. C'est nous, à travers les yeux de Kay, on est en train de découvrir cette famille-là. C'est la seule qui est extérieure et qui restera plus ou moins extérieure tout au long de sa vie de famille avec les Corleone. Et ça s'explique un peu parce que, déjà oui, l'authenticité qu'il y a dans le parrain, c'est l'investissement personnel et émotionnel de Francis Ford Coppola. Déjà, lui avait des parents artistes, il est italo-américain, sa mère s'appelait Italia, mais sa famille joue dedans. Enfin voilà quoi, sa propre sœur, il fait apparaître son père, sa mère, sa fille. Et cette scène de mariage, elle est vraiment là pour tout nous dire d'avance. Tu vois même le dernier qui va mourir dans ce film,
y prendre une orange. On connaît la signification de l'orange. On en parle toujours pour toutes les oranges qu'il y a tout au long du film. Mais dès le mariage, on y voit quelqu'un prendre une orange, et c'est Tessio. Tessio sera le dernier à mourir et c'est le premier à y prendre une orange. On y voit le mafieux justement qui tirera les ficelles des Tattaglia. J'ai oublié son nom à ce moment-là. Mais on le voit casser un appareil photo parce qu'il veut rester dans l'ombre. On voit Michael Corleone, justement, vous parliez de justice, arriver comme un justicier. Il arrive en costume de guerre. Il arrive avec son uniforme médaillé. Donc effectivement, Michael représente à ce moment-là l'impartialité, celui qui refusait d'être l'héritage de sa famille. Et il le dit clairement à Kay, il lui dit « ça, c'est ma famille, c'est pas moi ». Donc lui, effectivement, il représente l'Amérique et la justice d'Amérique. Il est héros de guerre. La musique, moi, il y a un plan avec la fameuse chanson qui revient dans le 2 et dans le 3, surtout dans le 3. Moi, j'ai un souvenir incroyable pardon pour cette digression, et je te laisse ensuite terminer, Redouane. Pardonnez-moi pour cette digression subjective, mais la première fois que j'ai vu Le Parrain, très tardivement, je sais que cette chanson-là, mon père, ça l'amusait parce que il faisait ça. Enfin, je sais pas pourquoi ça l'amusait que le petit vieux dans Le Parrain faisait ça. Et dans le 3, on retrouve aussi ça. Voilà, il y a des choses comme ça. En fait, on a l'impression que quand le film sort en 72, puis en 74 et plus tard, à la fin des années 80, c'est comme si on se dit, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas reçu de leurs nouvelles, quoi. Il y a un truc très très bizarre et très paradoxal avec ce film. Pardon, je referme cette parenthèse. Redouane, mais tu as raison, ça apporte de l'eau au moulin parce que l'empathie fait partie de ça. La scène de la photo. Ils veulent prendre une photo de famille parce que c'est le mariage. Et Don Corleone, Don Vito refuse, il dit on attend Michael. Et quand Michael arrive et que toute la famille est là, il attrape Kay. Il dit attends 2 secondes, Kay va être sur la photo. Et à ce moment-là, il attrape Kay et elle est happée comme ça dans le cadre. Et ça, c'est nous, ça. C'est-à-dire qu'on va être happé dans cette famille du début à la fin. Et du début à la fin, enfin, du début à la fin, en tout cas, dans le début, dans cette scène de famille, dans cette scène de mariage, ils sont en lumière. C'est l'une des seules fois, d'ailleurs, dans le film où la lumière, elle est exposée comme ça. Et d'ailleurs, tout le film, je sais plus, je crois que c'était Gordon Willis, je crois que c'était le chef-op. Oui, Gordon Willis à la photographie, ouais. Ouais, et il a fait le choix d'être au zénith pendant tout le film. En Californie. Voilà, voilà. Par exemple, la Californie, c'est l'un des seuls moments du film avec le mariage où on est en pleine lumière et où on montre bien que c'est la ville où on veut se montrer, etc. Parce que pendant tout le reste du film, on va jouer entre l'ombre et la lumière, exactement comme Michael. Tu vois, la passion, tu parlais de l'empathie que tu n'avais pas forcément pour le personnage de Michael. Moi, oui. J'ai commencé en disant que je m'identifiais à lui. J'ai d'autres choses, quoi. Ouais, voilà, parce que moi, je suis le dernier de la famille, etc. Et après, on parlera aussi de l'héritage de ces comédiens qui, moi, je pense, ont fait énormément de bien, mais à chaque fois dans ce film est très sombre. Le parti pris de la lumière, elle est faite exprès pour à chaque fois vaciller entre l'ombre et la lumière. Et Michael, au début, il est effectivement impartial, mais au fur et à mesure du film, il va se révéler. Et il y a quelque chose, moi, qui est la partie qui me touche le plus et qui, je pense, est le déclencheur de Michael, c'est la partie en Sicile. Moi, contrairement à toi, tu vois, c'est la partie la plus émotionnelle du film, à mes yeux, et comme tu l'as dit, c'est subjectif, c'est la partie qui me touche le plus à chaque fois. Mais c'est intéressant, ça. Et la partie... À moi, c'est les racines, tu vois, et je parlerai d'identification un peu plus tard. Et moi, c'est le rapport au père, comme quoi, voilà. Voilà, on y est. Mais le truc, c'est que Michael, il a ce truc, comme il disait Joseph, parce qu'il s'est mangé une droite et qu'il a le visage un petit peu déformé. Limite, étant gonflé, il fait un peu poupon. Tu vois, il a ce truc d'un petit peu poupon. Je crois qu'à l'époque, il avait déjà la trentaine. Il joue un jeune homme de 24 ans. Mais la transition, elle est énorme. Il arrive à se vieillir rien qu'avec les gestes et avec le regard. Parce que c'est ça aussi, le parent. Et en une phrase, il est phénoménal. Non, mais en un travelling avant, Michael se transforme. Quand il prend la décision d'y aller, dans cette scène de restaurant, la transformation de Michael, elle est à ce moment-là. Il est pas tout de suite un monstre. Au début, il veut pas faire partie de cette famille-là. Mais il est obligé parce qu'il revient de la guerre. Pour appuyer ce que tu dis dans la position, dans le jeu, au niveau du corps, qui est très très fort,
tu vois, il croise la jambe comme ça. Quand il est dans le fauteuil, Ah oui. il a la jambe croisée et il a le bras posé. Tout le monde est très excité. Le mec qui est censé devenir le parrain, Santino, James Caan, Oui. est très excité. Il bouge partout, il gigote. Tout le monde est très nerveux. Et dans toute cette nervosité, lui, il a le même calme que le daron dans les autres scènes. Il dit, c'est moi qui vais le faire. Calmement. Je vais rentrer, je vais les goumer tous les deux, il n'y a aucun problème. Tu vas organiser ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça, et ça comme ça. L'autre, il sort un contre-argument en étant excité. Lui, il répond avec un calme olympien. On a des gens dans la presse, tu vas lui défoncer sa réputation, tout va bien se passer. Et à ce moment-là, déjà, tu as un truc, tu te dis, il y a un délire de schizo. Et en fait, quelque part, c'est justifié par la droite. Et parce qu'après, on va perdre ce sujet-là, donc je voulais juste rebondir sur ça. Ce qui est encore plus fort, c'est au niveau des lumières de ce que tu disais. Ah ouais. Si vous regardez le premier cut, on a Don Corleone qui est dans le bureau, donc le bureau est éclairé. C'était une des premières fois qu'on faisait ça en plus. Beaucoup de sombre et des dorés. Et moi, c'est un truc que je surkiffe. Quand on fait ça avec un peu de sépia, c'est un bonbon visuel. Et donc, il joue sur ça et sur le côté lumière naturelle directement qu'il y a dans le mariage. Donc, il alterne déjà ce côté ombre et lumière. Et ce qui est encore plus marrant et qui là est vraiment une anecdote, comme on dit souvent, la magie du cinéma, eh ben, la scène où Michael raconte à Kay, en fait, où il lui explique, ça c'est Luca Brasi, etc. Il finit par lui dire, ça c'est ma famille, c'est pas moi. Ben, cette scène-là, elle a été tournée de nuit et Gordon Willis a dû détester, donc c'est à contre-cœur qu'il a dû recréer des éclairages de jour pour que ce soit cohérent avec le reste. Et ce qui est fabuleux, elle a été tournée de nuit. Elle a été tournée de nuit, Joseph, cette séquence. Cette scène-là, elle a été tournée de nuit et tout le reste a été tourné de jour. Pendant le mariage, extérieur jour, quand il dit c'est pas ma famille, quand il a raconté l'anecdote de Luca Brasi, il dit c'est tourné de nuit. Quand ils sont à table, c'est la nuit. Oh, il nous a fait l'inverse d'une nuit américaine. Et tu sais aussi pourquoi il a dû la retourner. Oui. C'était par rapport à la nervosité de l'acteur Lenny Montana. Qui joue le rôle de Luca Brasi. Exactement. Il était tellement nerveux pendant la scène qu'il devait faire en face à Marlon Brando, parce que c'était son premier rôle. Hein. Il était lutteur professionnel avant, il avait une carrière avant. C'était un peu le The Rock de l'époque. Et du coup, pendant la... Il était aussi garde du corps, un peu louche quand même. Ouais. Mais ça, on en parlera quand on parlera de la Ligue des Italiens américains un peu plus tard, peut-être. Et de l'infiltration de la mafia dans la prod. Bref, donc oui, du coup, ils ont dû faire un ajout de cette scène parce que Coppola, il l'a trouvé touchant, en fait, cette perte de moyens face à Brando. Du coup, ils ont rajouté cette scène d'exposition-là, du dialogue entre Kay et Michael. Mais je reviens sur ce qu'a dit Joseph par rapport à cette espèce de teinte sépia. Et tu parlais, Samir, tu nous posais la question sur pourquoi il a fait ce parti pris-là. Cette espèce de teinte sépia, ça nous rappelle les vieux clichés. Et c'est ce qu'il voulait, en fait. Tu vois, que ça soit à New York ou que ça soit même toutes les scènes d'intérieur, t'as raison, cette espèce de noir qui vient compléter ce jaune, ça fait très très vieux cliché. Et quand je dis cliché, c'est le terme photographique, parce que on est emprisonné dedans, on est emprisonné dans le souvenir. Et c'est qu'à partir du 2 où Coppola fait le parti pris de nous faire un préquel dans le séquel, c'est-à-dire de nous faire des flashbacks en exposition, mais déjà il nous fait revivre cette vieille Amérique avec, tu vois, on est au milieu des années 40, c'est juste après la guerre. Et c'est ça qu'il a voulu nous faire transmettre. Et comme je le disais, il y a très peu de machinerie, tout est à hauteur d'homme dans le film. Je crois qu'il y a un plan, on l'a calculé, tout le monde le connaît, il y a un plan de grue et il s'est battu pour l'avoir. On sait c'est lequel, c'est quand Vito se fait tirer dessus. Mais sinon, tout le reste... Au niveau machinerie, excuse-moi, il faut dire qu'il avait quand même un caprice pour l'époque, ça a été perçu comme un caprice, c'est que tu vois la scène d'intro de 27 minutes,
Il a aujourd'hui, les gens vont dire, mais pour l'époque, le mec a demandé 2 caméras pour avoir 2 focales. Une focale longue, une focale courte. Donc, quand il filme le mariage, il filme avec 2 focales. Pour l'époque, mon gars, au niveau budget, les gens, ils comprenaient pas. L'orchestre qui est au mariage, Coppola a insisté pour que ce soit pas des figurants, mais que ce soit un vrai orchestre. Ça aussi, c'était dépassement de budget. Donc, effectivement, en termes de machinerie, il s'est un peu restreint, sauf avec le zoom par ordinateur, etc., de la première séquence et tout ça. Mais c'est vrai aussi que le budget, il l'a mis ailleurs dans des trucs justement qui font le sel du film. Le détail et la reconstitution. Le détail et la reconstitution. Quand je te parle de machinerie, je parle vraiment de grosses machineries. Je te parle de grues, je te parle même de prise de vue à l'hélicoptère qu'il avait déjà commencé à faire dans certains films avant. Et c'est ça le parti pris, c'est que oui, effectivement, dans les détails, on est très très bon. On est très très bon parce que tu vois, il y a des trucs vraiment. Enfin, faut aller regarder ou le making of ou des détails sur Internet pour comprendre pourquoi certaines voitures ont par exemple des pare-chocs en bois. Tu vois, parce que c'est contemporain de cette époque-là de la guerre où on demandait du chrome pour participer à l'effort de guerre. Tu vois, c'est des trucs vraiment, c'est poussé au paroxysme. Mais c'est ça qui nous fait faire rentrer dans cette famille et qui nous fait rentrer dans cette Amérique-là que nous on ne connaît pas, que nos parents ont entreaperçu, mais t'as l'impression d'y être, t'as l'impression de l'avoir vécu. C'est pour ça que moi la passion, quand tu dis que l'empathie de Michael, elle te touche pas, mais que c'est le jeu de Pacino qui te touche, je te comprends à 200% parce que il a une attitude, et ça c'est grâce à Mario Puzo et au travail de Coppola ensemble, qui ont vraiment représenté, sans parler de la Cosa Nostra et parler de la mafia. Ils ont dépeint la mafia grâce au gestuel, grâce à l'attitude. Effectivement, Michael est très calme, il est très serein. Parce que, comme l'a dit Nicolas, il a parlé de tragédie grecque, mais c'est shakespearien même. Tu vois Oui, bien sûr. On parle d'un roi et de ses héritiers. Toute la trilogie même. Ouais. C'est Macbeth. Oui, c'est Macbeth. Santino, c'est la fureur, c'est l'agitation, c'est l'attaque. Tu vois, c'est la fureur. Bon, malheureusement, John Casalfredo, qui est un grand acteur qui nous a quittés trop tôt, lui, c'est l'innocence, c'est le gars un peu niais, quoi, tu vois. Puis Michael, c'est un peu tout. C'est un peu aussi Tommy, qui est aussi dans le Parlement, dans le juridico politique, tu vois. Et Michael, lui, représente tout ça. Il peut être à la fois très dur, très doux, très stratégique. Il est aussi dans la représailles, dans l'attaque, parce que c'est très militaire aussi, tu vois. Donc, c'est cette histoire entre les frères, elle est vraiment, c'est vraiment la famille à tous les sens du terme. C'est moi ça qui me touche en fait. Absolument. Alors, je vais vous poser une question dont on a commencé déjà à donner des bribes de réponses. C'est par rapport à ce que le parrain a pu avoir comme répercussion à travers l'acting, donc à travers les comédiens. Dans ce film, il y a quoi? Il y a qui? Déjà, par exemple, on voit Sterling Hayden, qui est celui qui se fait buter par Al Pacino dans la première partie du film. Sterling Hayden, c'est quand même, c'est Johnny Guitar, c'est les années 50, c'est une autre génération d'acteurs. Et puis surtout, vers la fin des années 60, mi-60, fin 60, il y a une nouvelle génération d'acteurs qui arrive. C'est Robert Duvall, c'est James Caan. Entre les deux, il y a Marlon Brando dans les années 50 et 60. Et puis ensuite, dans les années 70, il y a, comme disait Redouane, comme vous l'avez tous dit, c'est-à-dire Al Pacino, mais il y a aussi John Cazale, etc. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'on peut dire, et j'aimerais bien d'abord entendre Nico, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu, et ensuite après vous disputez, mais est-ce qu'on peut dire qu'en 1972, avec le parrain, on voit de nouveaux visages, réellement de nouveaux visages, et que ça a vraiment lancé quelque chose par rapport à ça? Ah oui, largement, parce que déjà, il y a Al Pacino qui est quand même un acteur qui, en plus, va ensuite se construire autour de rôles de mafieux, puisqu'on a quand même Scarface, qui est d'ailleurs un film miroir avec le parrain. Et ensuite, on va avoir plein d'autres films avec lui. Même aujourd'hui, récemment, Pacino a joué dans un film de Ridley Scott, qui est en plus un film qui s'inspire du parrain,
qui reprend Le Parrain, House of Gucci, et qui reprend d'ailleurs cet aspect de mélange entre le théâtre, la tragédie et le cinéma. Et on a James Caan aussi, qui est quand même un acteur important, qui a joué dans le deuxième film de Michael Mann, Thief, qui, pareil, est aussi un film où on apprécie une figure du banditisme. Donc il y a une évolution là-dessus aussi. Et on a plein d'acteurs qui vont être très importants. John Cazale, malheureusement est parti trop tôt, qui va réapparaître chez Cimino. Donc c'est ça, on a plein d'acteurs en fait qui sont des figures montantes. Il y a Marlon Brando quand même qui n'est pas un acteur qui est une figure montante, au contraire, mais tout de même qui a c'est un phénix, quoi. Ouais, voilà, c'est l'image du cinéma qui a précédé Le Parrain, le cinéma classique hollywoodien, le grand cinéma qui a construit le cinéma qui viendra par la suite, sachant que on avait déjà eu Scarface aussi avant, on avait eu la version la première version, donc disons que Le Parrain ne vient pas nulle part. Moi, je pense que ça ne vient pas nulle part, pareil. Je pense que vu qu'on est dans une période, comme on disait, du nouvel Hollywood, où on essaye de casser les conventions, d'aller vers un cinéma très à fleur de peau, qui tente de construire une forme qui aussi s'inspire de la nouvelle vague française. Donc on a quelque chose qui évolue. Cependant, moi, je trouve quand même Le Parrain est très intéressant parce que ça soit au niveau de l'acting, comme on disait, du jeu d'acteur et de la mise en scène, on a un film qui arrive à faire construire un pont entre deux époques. Est-ce que, question très basique, certes, mais comme ça me permettra de savoir un petit peu l'origine de ce livre, parce que quand je lis votre livre, je me suis posé cette question, est-ce que l'envie de revenir sur cette période, j'avais l'impression que cette envie ne vous a pas accompagné pendant de très longues années, c'était quelque chose qui est arrivé à un moment précis, vous vous dites, bon, pourquoi ne pas prendre le temps de voir un peu ce qui s'est passé à cette période-là? Et on a l'impression j'ai parfois l'impression quand je lis des biographies ou des genres de ce genre, on a l'impression que l'auteur, depuis très longtemps, avait envie de parler de cette période-là. Et moi, peut-être que je me trompe, je me suis dit non, c'était pas le bon moment, et là, c'était peut-être le bon moment. Oui, vous avez tout compris. Vous avez vraiment un sens très développé, un sixième sens, je sais pas. Mais oui, effectivement, j'ai jamais eu l'idée d'écrire mes mémoires. J'ai pas du tout l'habitude de parler de moi déjà. J'aime pas tellement. Déjà une interview, ça me gêne. J'ai même mis des lunettes noires parce que je suis je suis un peu réservé, introverti. Mais ça peut se ressentir dans la lecture du livre, parce que je fréquente des gens qui sont un peu extravertis et moi, je suis toujours en retrait. Donc la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est encore le cinéma. C'est ça qui est étonnant. C'est parce que au départ, j'ai tourné un film, j'ai tourné beaucoup de courts-métrages. Les 3/4 étaient sans financement, sans argent, etc. Et j'ai eu la chance d'avoir une aide pour tourner un long-métrage, enfin même pas, pour tourner un court-métrage expérimental, avec laquelle, moi et une production, on a réussi à tourner un long. Bon, ça c'était le film Crime qui est sorti en 2010. Et après ça, j'ai continué à essayer de faire des films et j'ai continué à essayer d'avoir des subventions pour des longs métrages. J'en ai écrit pas mal, soit des adaptations, soit des histoires originales. Par exemple, j'ai écrit une adaptation de La Métamorphose de Kafka, je me refuse rien. Ou bien une adaptation de roman d'un écrivain anglais du 19e siècle qui s'appelle Wilkie Collins, dont La Dame en blanc. Et tous ces projets n'ont jamais réussi à aboutir parce que je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup qui se débrouille mal et qui n'arrive pas à trouver des financements. Donc j'ai déposé les scénarios à l'aide du CNC, donc le Centre du cinéma, et à chaque fois ça ne marchait pas. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, ce qui marche en France, c'est l'autobiographie, c'est la proximité avec
la vie quotidienne, c'est tout ce qui a réussi à des gens comme Truffaut ou bien le cinéma de Piala, tout ça, c'est un cinéma qui s'inspire de la vie directe. Même moi, quand j'étais jeune, donc j'ai écrit dans les cahiers du cinéma assez longtemps, ce qui m'énervait, c'était que c'était trop proche de la vie quotidienne. Quand je voyais des films de Doyon, je me disais, mais c'est comme ma vie, ça m'intéresse pas de voir ma vie. J'avais comme une espèce de rejet par rapport à ce cinéma trop épidermique et trop proche de la réalité. Mais je voulais quand même faire des films et je me suis dit que mes idées étaient trop bizarres et trop décalées. Donc j'ai réussi à trouver cette idée d'écrire un scénario qui soit inspiré de ma vie réelle. Et pour moi, la période la plus, comment dire, pas spectaculaire, mais la plus chatoyante, disons, la plus amusante, c'était ma jeunesse. Et surtout, à peu près 5-6 ans, dans la deuxième partie des années 70, où j'ai fréquenté beaucoup des groupes de rock, par hasard, mais c'était vraiment pas... Enfin bon, j'aimais beaucoup le rock au départ, donc c'était aussi pour ça, mais j'ai rencontré des gens, et de fil en aiguille, j'ai passé pas mal de temps avec ces gens. Et donc, j'ai eu l'idée de raconter cette période dans un scénario. Et pareil, alors j'ai déposé le scénario et ça va fonctionner. J'ai trouvé une espèce de producteur, mais qui n'était pas très sérieux, qui n'a rien fait. Donc, ça n'a pas avancé et je me suis dit, bah, j'en ai marre, qu'est-ce que je vais faire? Et après, j'ai eu l'idée de transformer ça en livre. Donc, j'ai rajouté beaucoup de chapitres moins discursifs, plus introspectifs, qui sont intercalés avec des scènes réelles qui se sont déroulées. Et à partir de là, j'ai fait un livre. Voilà, c'était comme une expérience. Je voulais voir ce que ça pouvait donner en faisant un livre avec ça. Et comme j'avais écrit vaguement, parce que c'était pas un journal très suivi, le journal du tournage, de la préparation et du tournage de mon film Crime, j'ai eu l'idée de relier ça à cette période des années 70, en pensant que pour moi, donc la théorie du livre, c'est que j'ai fréquenté le monde punk sans y adhérer, et en même temps, après coup, en me disant, moi-même, finalement, j'étais aussi punk en prétendant ne pas l'être. Et le film que j'ai tourné 30 ans après, il est aussi un petit peu... c'est un peu aussi un film punk dans un certain sens, parce qu'il est tourné en noir et blanc, que c'est un film un peu fracassé sur le plan narratif, et aussi parce qu'il y a certains éléments qui sont vraiment des éléments qui viennent du punk. Il y a par exemple le réalisateur F.J. Osang qui joue un petit rôle, et lui, pour moi, c'est le cinéaste punk par excellence. Il n'y en a pas d'autres en France. Et donc il y a ces petits repères. Il y a aussi Eva Ionesco, qui est l'égérie du Palace, qu'on voyait tout le temps dans les années 70, quand elle avait 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui joue un rôle parce qu'elle est devenue actrice, donc il joue un des rôles principaux du film. Donc il y a toutes ces passerelles entre ma jeunesse et le film que j'ai tourné très longtemps après, qui d'ailleurs s'est inspiré d'une espèce de performance qui avait été filmée par un ami qui était un ancien musicien des Sticky Toys. Donc il y a plein de correspondances. Donc tout ça pour dire que j'ai écrit un livre en partant d'un scénario. Mais bon, j'ai beaucoup travaillé sur le scénario pour le rendre moins, moins scénaristique et un peu plus livresque, entre guillemets. Ça serait quoi cette image marquante? C'est une très bonne question. Effectivement, comme tu disais, ma chaîne, déjà, je veux définir ce qu'est ma chaîne. À la base, ma chaîne a été ouverte après la diffusion du Snyder Cut de Zack Snyder, c'est-à-dire cette vision, voilà. Et surtout parce que j'avais à cœur d'étudier, de montrer que dans le comics book, il y avait un sous-texte. Donc moi, comme j'ai une formation à la base où j'ai étudié la théologie, la mythologie, je me suis beaucoup intéressé à ces sujets. J'ai une grille de lecture même sur le comics qui est un peu différente du lecteur du comics habituel, si tu veux.
que j'aime pas le mot lambda, je suis comme toi. Donc, le lecteur de comics habituel. Donc, quand je crée cette chaîne-là, effectivement, comme tu l'as très bien dit, le cinéma a une part importante parce que déjà, les gens de qui je suis entouré sont tous des gros fans de cinéma, beaucoup plus que moi. Et c'est intéressant la question que tu me poses parce que je me souviens quand j'étais petit, bien évidemment, j'ai lu des comics avant d'aller au cinéma. Ça, voilà. Mais si tu veux, la première image graphique que j'ai, moi, à ce moment-là, c'est de me dire, mon père m'amène au cinéma. J'ai le choix entre les Aristochats et Tron. Voilà, le film Tron dans les années 80. Et il m'amène voir Tron. Et quand je vois ce truc, donc on est dans la science-fiction, on est dans quasiment du transhumanisme, c'est-à-dire c'est des personnages qui rentrent dans leur conscience rentre dans un ordinateur. Je me dis, waouh, ça veut dire que ce que je lis dans les bandes dessinées, on peut le voir au cinéma. Donc déjà, je pense que dans ma structure d'enfant, à ce moment-là, il y a déjà ce chemin entre le comics book et le cinéma, parce que tout de suite, je pense que quand tu es un gamin et que tu vois ces images qui sont figées, parce que c'est ça un comics, hein, tu as une scène, il y a une émotion, il y a une action qui est sur la scène. La première chose que tu as envie de le voir, c'est le voir bouger, de le voir s'animer. Donc, je pense que tout lecteur de comics, enfin, tous les gens qui ont commencé par le comics, ont ce désir-là. Donc, au-delà d'une image en particulier, c'est plutôt l'envie de voir ces images s'animer, tu vois? Parce que je pense qu'on fait tous, les lecteurs de comics, dans nos têtes, quand on est en train de lire le comics, ou même un lecteur, tu sais, de littérature traditionnelle où il n'y a pas d'image, je pense qu'à un moment donné, il va se faire, comme disait Nougaro, hein, sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi, je me fais mon cinéma. Mais c'est un peu ça, en fait. On projette le film, on projette l'animation, on donne vie à nos personnages déjà dans notre imaginaire. Donc moi, la première image, je pense qu'elle est là, en fait. Elle est dans cette transition où mon premier film au cinéma, c'est un film de science-fiction. Et bon, 99% de la culture comics de super-héros, c'est de la science-fiction. Donc ça va se jouer dans ce truc-là. Mais oui, je pense que Tron m'a mis une claque quand j'étais petit, tu vois, à ce niveau-là. Me dire que c'était possible. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est de comprendre un film ou de savoir un peu mieux ce que c'est que le cinéma? En gros, c'est bien que vous l'ayez formulé comme ça parce que je crois que je suis passé de l'un à l'autre. Je suis passé de l'amour d'un film, la cinéphilie, hein, je vais voir un film et puis j'aime ce film, je veux le revoir. Et puis il me donne il me parle, hein, il raconte ma vie d'une certaine façon. Bien sûr, on a tous connu ça. Il y a des films, encore à mon âge avancé, il y a des films qui me procurent des émotions incroyables et qui résonnent avec des choses de mon expérience propre, etc. Bien sûr, ça arrive encore. Mais après, quand on devient, en tout cas quand moi je suis devenu universitaire et dans la conception que j'en ai eue, c'était pas ça qui était la visée. La visée, c'était de comprendre ce que peut le cinéma. C'était plus ce que me fait un film, mais ce que peut cette chose assez extraordinaire qui est le cinéma, c'est-à-dire la machine, hein, la reproduction de la réalité avec une machine qui garde le mouvement, une machine qui produit du temps, ce qui est déjà beaucoup plus compliqué et qui agit beaucoup plus sur vous, une machine qui parle du monde tel qu'il est ou tel qu'il devrait être ou tel qu'il pourrait être, hein, vous repérez là derrière des genres, tel qu'il pourrait être c'est le fantastique, tel qu'il devrait être c'est le film militant, et puis tel qu'il est c'est le film réaliste, c'est le naturalisme à la française, etc. Bon, c'est une machine assez extraordinaire quand même, hein. Alors on y est tellement habitué qu'on passe pas son temps tous les jours à se dire oh là 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 là, le cinéma, qu'est-ce que c'est fabuleux. Mais quand on est universitaire et qu'on travaille là-dessus, c'est ça qu'on essaye d'éclaircir, c'est que peut le cinéma et comment. Bon, moi j'ai fait un choix qui a été assez vite, assez radical, hein, qui a été de m'intéresser au pouvoir de l'image. C'est un choix parmi d'autres, hein. Je le dis parce que c'est une source de discussion et parfois de querelle avec certains de mes collègues et camarades. Bon, je vais le dire de façon un brin provocante, mais actuellement à l'université, il ne fait pas bon dire qu'on fait de l'esthétique, par exemple. Si on est dans les études cinématographiques, c'est très mal vu. Bon, alors. Et pourquoi? Oh, bah parce que actuellement, ce qui est considéré comme bien, c'est d'étudier les phénomènes sociaux dans le cinéma. En gros, c'est de faire des études gender, des études décoloniales ou des études militantes d'une autre façon.
ou alors de faire de l'histoire du cinéma. Mais disons, l'esthétique a mauvaise presse actuellement parce qu'on considère que c'est des pinaillages sur des choses qui sont réglées depuis longtemps, parce qu'on sait très bien on sait bien ce que c'est que les images. Ben non, on sait pas très bien ce que c'est. Bah non, non. Mon idée, c'est que ça vaut encore la peine de passer du temps Oui. à essayer de comprendre et encore de comprendre et de comprendre encore mieux, et avec en imaginant des façons nouvelles de le dire, ce que produit une image de film, ce qu'elle peut véhiculer, ce qu'elle peut inventer. Bon, voilà. J'ai encore beaucoup de collègues qui travaillent dans cette direction, hein, je veux dire, mes amis Jean-Michel Durafour, Diane Arnaud, Emmanuel André, enfin des gens que vous connaissez peut-être parce qu'ils écrivent des livres, sont des gens qui travaillent tout à fait dans cette optique, donc je ne me sens pas du tout, je me sens pas perdu dans un monde hostile, mais je crois que Pardonnez-moi. quand même la voix minoritaire maintenant. Je suis désolé de vous interrompre, Giacomo, mais ce que vous me dites là me fait un peu peur, en fait. Parce que si on a tendance à trop vouloir... Parce que pour moi, les deux se rejoignent, hein. Ce qui est social et l'esthétique, ça se rejoint. Mais si on a trop tendance à privilégier l'un, ça va créer aussi des regards qui vont être uniquement axés autour du discours. Et en fait, le cinéma, c'est pas ça d'abord. C'est d'abord, comme vous le dites, l'image, le son, l'indicible, tout ça. Enfin, je veux dire, un travelling. Je suis ravi de vous l'entendre dire, c'est bien ce que je pense, oui. Oui, écoutez, moi, je suis plus sur le terrain depuis 2009, donc je peux pas en parler de première main, mais tous les collègues qui sont encore sur le terrain et qui m'en parlent me disent tous qu'ils ont beaucoup de mal maintenant avec des jeunes gens qui ne peuvent plus voir un film sans y repérer immédiatement l'oppression des femmes, le racisme, etc. Toute cause évidemment éminemment défendable et très importante, hein, dans la société, mais enfin c'est sûr que si on ramène le cinéma à ça tout le temps, on perd quelque chose. On perd quelque chose, à mon avis, d'essentiel, c'est-à-dire qu'on perd la puissance de création, qui n'est pas du tout contradictoire avec le fait de défendre une cause quelle qu'elle soit. Bon, il se trouve que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup au cinéma à une époque où la société, c'était l'immédiat avant 68, puis 68, puis l'après 68, c'était une époque où Dieu sait, les préoccupations sociétales et politiques étaient là tout le temps. Alors, dans l'épisode maoïste, on a un peu été dans ce sens-là, mais pas tout à fait autant que le vont les jeunes gens aujourd'hui, hein. Même à l'époque, on continuait de savoir, on était un peu schizo à vrai dire, mais on continuait de savoir qu'un film c'est un film et que ça agit par les moyens du film et pas par les moyens du message qui tout à coup s'y trouve engrammé plus ou moins grossièrement. Oui, moi ça me préoccupe aussi, mais bon, comment dire, l'avantage de la vieillesse, c'est qu'on a vu pas mal de modes se succéder et qu'elles ont cédé à d'autres choses. Donc cet emballement pour un décryptage exclusivement militant et politique des films, il ne durera pas autant que les impôts, comme on disait quand j'étais petit. Hein. Je la connaissais pas, cette expression. Oui, elle est vieille. Je la connaissais pas. Elle se dit plus beaucoup, je crois. Voilà. Bon, non, mais je vais pas commencer à ronchonner. Hein. Moi, je suis très... Pour moi, ça va très bien. Je vois encore énormément de gens qui ont les mêmes intérêts que moi, qui continuent de voir le cinéma dans le même esprit. Ça va, tout va très bien. Et puis mes amis qui font de la sociologie du cinéma, c'est des gens intelligents aussi, hein, donc ça peut être très intéressant de parler avec eux. Simplement, ils font autre chose. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.